La violence sexuelle contre les femmes et les filles prend ses racines dans des siècles de domination masculine. N'oublions pas que fondamentalement, les inégalités entre les genres qui sous-tendent la culture du viol sont un déséquilibre des pouvoirs. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Libre ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Elle demeure d'ailleurs l'une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. Aujourd'hui, et avec quelques jours d'avance, nous commémorons la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes de ce 25 novembre. Dans Libre Ensemble, à toutes et à tous, un grand bonsoir. Merci d'avoir choisi d'être avec nous. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir mes deux invités. Françoise Leroux, tout d'abord. Bonsoir Françoise. Bonsoir Catherine. Vous êtes psychologue et psychothérapeute, systémicienne, entre autres, au 320 rue Haute du CHU de Saint-Pierre de Bruxelles et membre du conseil d'administration de la Fédération laïque des centres de planning familial. Et à nos côtés également, le commissaire Olivier Sloss. Bonsoir commissaire. Bonsoir. Vous êtes aussi porte-parole de la zone de Bruxelles XL et conseiller pour la police au centre de prise en charge des violences sexuelles au CHU Saint-Pierre. Je vais commencer, honneur aux dames, avec vous Françoise. Qu'entend-on par violence faite aux femmes aujourd'hui? Violence au pluriel, je crois. Il y a deux volets importants. Il y a à la fois la violence sexuelle, la violence conjugale et puis la violence domestique, les deux grandes thématiques qui sont reprises dans la Convention d'Istanbul, que la Belgique a ratifiée en 2016 et qui envoyait un message clair à la société en disant que tout le monde doit comprendre que la violence à l'égard des femmes, la violence domestiques ne seront plus tolérées et ne peuvent pas être tolérées. Du coup, aujourd'hui, vous qui travaillez sur le terrain, qu'est-ce qu'on appelle violence faite aux femmes? Elles sont de quel type? Pour que nos auditeurs aient une conscience. Et pas forcément de ce que l'on pense, un œil au beurre noir ou autre. Elles peuvent être beaucoup plus multiples. Alors, il y a un continuum de la violence, à commencer par la violence verbale, psychologique, et puis violence conjugale et violence sexuelle. Et je dirais que la violence physique va se transformer, aller jusqu'à l'extrême dans l'intimité. Et là, on est dans de la violence physique au sein des couples, ou en tout cas de la violence à l'égard du partenaire. Alors ici, en l'occurrence, on parle des femmes. Et jusqu'à de la violence sexuelle. Donc je pense qu'il faut l'imaginer sur un continuum, femmes et petites filles aussi. Mais c'est vraiment avec des intensités diverses et avec ce qui est aussi compliqué dans le fait que la violence peut être un viol, une agression sexuelle. Et encore, on va dire qu'il y a des zones grises, etc. Mais c'est très clair, il y a une intrusion, une blessure, et on a tendance à minimiser parfois et à relativiser la partie de la violence un peu subtile, avec manipulation. Soft, mais qui peut avoir des conséquences beaucoup plus profondes aussi. Est-ce qu'en ces périodes de Covid, ça fait quelques mois que les couples, les gens sont confinés, qu'il y a plus de difficultés à rencontrer peut-être une écoute, ou on se renferme, forcément on nous le demande, on est confinés, donc on se renferme les uns sur les autres et sur soi-même et sur son foyer. Est-ce que la violence est un peu plus présente, ou est-ce qu'elle a changé de visage, où en est la violence telle que vous la côtoyez sur le terrain dans ces périodes Covid? Alors moi, j'ai un peu questionné autour de moi dans les différents acteurs par rapport à ces différents niveaux. Une première chose donc il y a en Belgique francophone une ligne d'appel, le 0800 30... Répétez. 0800 30 030, donc la ligne d'écoute par rapport à la violence conjugale. Cette ligne d'écoute, elle fonctionne 24 heures sur 24. Alors, de 9h à 19h, il y a des personnes spécialisées, qualifiées sur la problématique de la violence qui sont à l'écoute. Jean-Louis Simons, qui est responsable de cette ligne d'écoute, me disait que les appels, par rapport aux chiffres avant le confinement, ont doublé. Alors, ça ne veut pas dire que la violence a doublé, mais ça veut dire qu'il y a toute une série de facteurs qui font que ces appels ont doublé. Ce qu'on observé, c'était qu'il y a plus d'appels des proches des victimes, parce que
Ces proches ne sont plus en contact avec leurs frères, leurs sœurs, leurs collègues et donc s'inquiètent. Alors par rapport à ça, Jean-Louis Simons il dit c'est une bonne nouvelle aussi parce qu'il y a une prise de conscience citoyenne par rapport à la problématique de la violence et c'est important, c'est quand même une bonne nouvelle que les gens se préoccupent. Maintenant dans les appels, il y a plus de détresse chez les victimes, donc pas forcément plus de violence mais l'énoncé de plus de détresse. Et aussi des appels plus courts. Ça, c'est tout simplement lié au fait qu'il faut trouver le moment d'appeler. Parce que dans le confinement, on est beaucoup plus ensemble, effectivement, puisqu'il n'y a plus la possibilité d'avoir des bulles de respiration comme les bulles professionnelles, amicales, familiales, qui étaient autant d'espaces de respiration et où les femmes pouvaient vivre l'expérience de sécurité extérieure au foyer. Eh bien, ces endroits-là, ces bulles-là ont disparu. Et donc, les facteurs importants de sécurité et de protection qu'on observait, même si on ne parle pas avec ses collègues, même si on n'est pas au repas du dimanche, quand on va faire une visite chez ses parents en train d'expliquer ce qui se passe dans son ménage, en même temps, les parents, ils voient comment ils constatent comment vont leurs filles, quand elles viennent rendre visite. Et puis, pour les femmes qui sortent de chez elles, qui vont au travail, qui marchent dans la rue, qui passent peut-être devant un centre de planning familial qui est ouvert, elles savent qu'il y a un endroit et tous ces liens-là sont un peu coupés, évidemment. Tous ces liens-là sont coupés et donc les victimes se sentent plus vulnérables. Et plus seules. Je suppose qu'il doit y avoir un sentiment d'abandon. Un sentiment d'abandon et d'étrangeté qui, je pense, est général dans toute la population. On est vraiment dans quelque chose d'anormal là, avec cette pandémie. Tout le monde, même les personnes qui ne sont pas concernées par la violence, vivent un peu une période très, très, très différente et on est un peu perdu. Ça, on l'observe chez tout le monde. Mais donc, quand il y a différents facteurs qui coexistent, tels que la vulnérabilité, la violence, la pauvreté, la précarité et l'isolement, ça renforce les difficultés et les sentiments de vulnérabilité et de détresse. Commissaire Olivier Sloss, vous êtes donc porte-parole, conseiller au centre de prise en charge des violences sexuelles du CHU Saint-Pierre. Est-ce que vous redites-nous ce qu'est un CPVS, Centre de prise en charge des violences sexuelles? C'est un endroit où une victime de violence sexuelle définie comme le viol et l'attentat à la pudeur peut entrer à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit et avoir accès à des soins dits holistiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une prise en charge médicale, une prise en charge psychologique, un suivi médico-légal et si souhaité par la victime, un contact avec la police sur place, avec une audition prise et le début d'une enquête judiciaire. Et ça, c'est nouveau dans l'histoire justement des centres qui accueillent depuis quand même quelques années les femmes ou filles ou autres violentées. C'est nouveau d'avoir une structure de la police. La police a son bureau là dans ce centre. C'est nouveau, c'est important aussi. C'est nouveau depuis fin 2017. Oui, donc c'est quand même assez récent 2020, dans l'histoire. En fait, on a parlé où elle a été citée, la Convention d'Istanbul. C'est en exécution de cette convention que ces centres ont été créés. Donc il y a eu d'abord une réflexion par rapport à la forme que ces centres devraient prendre, menée par l'Université de Gand. Et le modèle qui a été choisi était justement ce modèle où la police avait aussi sa place dès le début, mais si souhaité par la victime. Donc pas nécessairement tout le temps. Et donc c'est vraiment un endroit où les services nécessaires pour la victime peuvent être activés en fonction des besoins de la victime. Et la police étant un de ces services qui peut être activé. Donc elle est écoutée par une ou un psychologue, comme Françoise. Alors au départ, il y a une première prise en charge par les infirmières médico-légales, une prise en charge globale qui est extrêmement précieuse parce qu'elle est très contenante, elle est globale, il y a toute la partie médico-légale avec des frottis pour récolter des preuves par rapport à l'agression. Mais la victime n'a pas forcément en idée quand elle arrive. J'imagine qu'on a plutôt envie d'oublier ces preuves-là, de s'en débarrasser. Or, et on le lit quand on va sur Internet, sur le site de ces centres, c'est
attention, gardez bien toutes les preuves et puis n'ayez pas peur, osez. Et donc, cette prise en charge-là est importante aussi. Oui, et ça prend énormément de temps et les infirmières médico-légales ont la possibilité, ont la chance, en tout cas c'est comme ça qu'elles le décrivent, de pouvoir prendre le temps avec les victimes. Et donc, et ça c'est précieux parce que, évidemment, que beaucoup de victimes arrivent en état de choc et qu'il faut prendre le temps d'expliquer pourquoi c'est important de faire des prélèvements, mais prendre aussi d'abord, la première chose qu'elles font, c'est assurer la sécurité de la personne et pas seulement la sécurité physique et aussi des soins de santé, mais vraiment de pouvoir rétablir un niveau général de bien-être et de sécurité psychique pour pouvoir faire tous les examens et pour pouvoir remplir le dossier administratif. Et elles font ça vraiment très très bien. Et cette première prise en charge sécure, complète, très enveloppante et hyper thérapeutique. Elle a vraiment, c'est une dimension, pour moi, c'est l'effet, c'est le premier effet. Qui se coule. Oui, mais de sécurité. Juste avant la prise en charge psychologique, en fait. C'est oui, alors déjà dans l'antichambre de la prise en charge psychologique. Oui, il y a la possibilité par la suite, effectivement, dans le cadre du projet, d'avoir un suivi psychologique, si possible au J3. Donc, on dit que le J0, c'est quand les victimes arrivent. Et donc, elles ont à ce moment-là... J, ça veut dire jour. Oui, jour 0, on arrive. Voilà. Et jour 3, alors plutôt prise en charge psychologique. 3 ou un peu plus loin. Parce que la victime a un peu digéré peut-être l'histoire et peut plus facilement se confier. Alors, il y a cette idée-là, il y a le fait de prendre du temps, il y a la question de l'organisation aussi. Parfois, c'est un peu plus long. Il y a différents modèles par rapport à la prise en charge. Mais en tout cas, l'idée est vraiment de dire au rythme de la victime, on est là pour accompagner aux besoins en fonction de ce que les victimes et leurs proches peuvent avoir besoin. Et donc, il y a une évaluation de toute une série de dimensions par rapport au stress post-traumatique, par rapport à de l'anxiété, des idées suicidaires, plein de choses. Et puis, oui, c'est vraiment un accompagnement, un accueil et aussi vérifier l'état psychologique de la personne au fur et à mesure, les contre-coups et aussi accompagner dans les dimensions judiciaires qui peuvent être compliqué. Il y a quand même beaucoup de victimes qui ont peur de porter plainte et qui ne savent pas très bien ce que ça implique, ce que ça va leur apporter et qui ont peur d'un deuxième trauma et dans la procédure judiciaire. Olivier Sloss, justement, est-ce que la présence d'un policier dans ces centres, d'un bureau vraiment spécifique, aide justement à faire le pas et pas dire, voilà, demain vous irez déposer plainte à la police comme on aurait pu faire il y a 10-15 ans. C'est la personne est là, est-elle formée? Comment ça se passe concrètement? Oui, donc effectivement, si une victime sait directement si elle veut déposer plainte, alors il y a l'infirmière médico-légale qui contacte la police et une équipe d'inspecteurs formés se rend sur place. Et ils travaillent en civil, ils ont leur propre local et ils disposent d'une voiture banalisée. Donc, je veux dire, pour l'environnement, personne ne voit que c'est de la police. Voilà, exactement. Et donc, ces gens... ils ont reçu une formation, c'est une formation de 9 jours, c'est quand même presque 2 semaines, dans laquelle on aborde le cadre théorique, bien sûr, des affaires ou des faits criminels de mœurs, mais aussi tout ce qu'il faut faire et ne pas faire en contact avec une victime. Donc, il y a des jeux de rôle, on explore les mythes sur le viol pour bien mettre en évidence ce qu'il y a déjà comme idées préconçues dans la tête des personnes pour justement les déconstruire et éviter que ça se manifeste d'une façon ou d'une autre dans le contact avec la victime. Et donc, là où la plus-value du modèle est pas nécessairement le fait que c'est des policiers formés, mais que toute la chaîne a une certaine prévisibilité. L'infirmière médico-légale sait, quand elle téléphone à la police pour dire j'ai un cas de violence sexuelle, elle sait ce qui va se passer. Ce qui avant, le modèle était un peu quelque chose d'inconnu. On téléphone à la police, elle allait venir, comment allait être la prise en charge, on ne savait pas trop, etc. Donc elle ne pouvait pas informer la victime de la même façon qu'aujourd'hui. Et donc ça, on a déjà gagné. Mais un autre élément auquel Françoise a fait référence, c'est le fait que
la procédure judiciaire, le suivi, le trajet du judiciaire d'une affaire peut être très lourd aussi. Et donc, ce n'est pas quelque chose dans lequel une personne peut s'engager en pleine connaissance de cause le jour où elle se trouve au CPVS. Et là, c'est vraiment, pour moi, une des grandes innovations de ce modèle, c'est que la victime n'a pas de prix à payer pour postposer sa décision. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle se rend au CPVS, il y a des traces à récolter sur son corps, parce que la personne n'est pas uniquement une victime, mais témoin, mais aussi comme un endroit où il y a des preuves, une scène de crime, on pourrait dire. Mais donc, ces traces sont récoltées, même quand il n'y a pas de plainte. Et donc, elles sont stockées, là, et la victime peut réfléchir, prendre le temps de dire, OK, maintenant que la poussière est un peu descendue, je vais déposer plainte, je ne vais pas déposer plainte. Engager des démarches par la suite. Et les preuves sont toujours là. On ne les a pas perdues. Parce que rien n'est perdu, ce n'est pas trop tard. Postposer la décision, ça faisait qu'il n'y avait plus rien, enfin, c'était un mot contre l'autre, etc. Et donc, ça, c'est vraiment une grande plus-value. Et ça, c'est pour moi aussi... quelque part, l'idée derrière ce modèle, donc il y a cette approche holistique, mais il y a aussi de redonner le plus rapidement possible un rôle actif à la victime. Et donc, c'est elle qui décide de s'engager là-dedans ou pas. C'est pas parce qu'on a eu contact avec la police que nécessairement il y a ou qu'on a signalé un vol qu'il y a nécessairement quelque chose qui se passe. Parce que on est formé dans ce premier contact avec les victimes, mais une fois qu'on se lance dans une procédure judiciaire, et Dieu sait, on se retrouvera peut-être un jour devant un tribunal avec des avocats des deux côtés, ces avocats ne vont pas nécessairement, par précaution pour la victime, ne plus dire tiens, la jupe elle était trop courte, etc. Donc voilà, ce sont à ce moment-là des discours légitime, on pourrait dire. Donc, c'est quelque chose dans lequel il faut quand même s'engager de façon encadrée ou avec un soutien, pas nécessairement toute seule. Ce sont vos mots, je vous cite. Vous dites souvent aussi que la police et le parquet ont un rôle important au niveau de cette sécurité des parties en cause et rappelez que ce sont des normes sociétales. La police et la justice font parfois un peu peur, c'est vrai, mais en fait, elles sont là vraiment pour aider à l'intégrité des personnes en fait, dans cette société. Oui, tout à fait. Je crois qu'il est très important pour nous, et que ce soit dans la violence sexuelle ou la violence intrafamiliale ou domestique, comme on pourrait l'appeler, c'est d'être très clair par rapport à la contribution qu'on peut avoir. Parce que parfois, souvent on dit, tiens, mais que fait la police ou que fait la justice, etc. Et on dit, OK, oui, on fait des choses, mais est-ce qu'il n'y a pas que la police et la justice qui ont une clé pour solutionner un problème? Et je crois que ce qu'on a certainement à contribuer, c'est la sécurité des parties, mettre une fin aux conséquences négatives d'une situation et l'accès à la réparation via jugement, tribunal, etc. Et je crois que ça, ce sont les contributions. Mais on n'est pas des thérapeutes, on ne cherche pas on n'a pas les outils pour chercher des solutions de développement de compétences ou de ressources pour sortir de certaines situations. Et donc, quand nous, on donne cette contribution, on apporte cette contribution, ça permet aux autres acteurs de jouer et d'apporter la leur. Françoise. Oui, je voulais rajouter quelque chose d'important, c'est que le travail pluridisciplinaire et la collaboration avec la police, mais aussi avec le parquet, a permis aux équipes, à la fois chez les infirmières médico-légales et chez les psychologues, d'avoir toute une série de dimensions et de connaissances qu'on n'avait probablement pas clairement auparavant et qui peuvent aider des victimes. C'est-à-dire que la connaissance du processus judiciaire, c'est une chose. On peut aussi conseiller, donner des coordonnées d'avocats. Mais moi, j'ai en tête un exemple qui m'a vraiment marqué par rapport à simplement dans des réunions qu'on avait ensemble avec la police, sur des phrases de certaines victimes qui disent « Mais non, mais je sais que je suis pas la seule à qui c'est arrivé, je sais qu'il y a une telle, mais de toute façon, ce gars, il a de l'argent, il va avoir un bon avocat qui va s'en sortir. Il va s'en sortir et je vais être humiliée. » Et un jour, je raconte ça à un des collègues d'Olivier. Et il me dit, mais Françoise, est-ce que tu expliques suffisamment aux victimes qu'en fait, chaque fois qu'il y a une plainte, il y a quelque chose qui est dans le dossier. Il y a une trace et qu'on ne sait pas, les victimes ne savent pas s'il y a d'autres victimes qui ont ou pas porté plainte et qu'à un moment, à force d'avoir des traces, comme vous dites, dans le dossier, il y a quelque chose qui va s'enclencher peut-être et donc ça vaut la peine de soutenir ça aussi. Et puis le suivi psy, il peut se faire.
il est gratuit et il peut durer un certain temps. Et les victimes peuvent revenir et continuer à être en contact avec le psy ou la psy qui l'ont suivi pendant aussi le processus judiciaire, et ça c'est important, et ils peuvent aussi appeler, donc les CPVS c'est 24 heures sur 24 et il y a toujours un professionnel en ligne, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et il y a une ligne téléphonique pour les victimes, et donc s'il y a des moments difficiles, les victimes rappellent et tombent sur les infirmières médico-légales et peuvent échanger sur les épreuves, les coups de stress, et ça c'est vraiment important. C'est ce que Olivier vous dites aussi, c'est que les victimes sont partie prenante active du processus, alors qu'avant, elles se laissaient peut-être un petit peu comme une petite coquille de noix brinque-ballottée dans tout le système policier, judiciaire. Oui, c'est peut-être une tournure que je ne choisirais pas. Je crois que ce qui se passe, allez, je vais parler de la police parce que c'est pour cette institution-là que je parle. C'est un peu votre domaine. Voilà, oui. Quand quelqu'un dépose plainte, cette plainte devient indépendante de la personne et donc suit un trajet qui n'est pas nécessairement toujours aligné avec la demande initiale de la personne. Donc, lorsque quelqu'un a contact avec nous, on traduit ce qui est dit dans l'entrée d'un trajet judiciaire et il peut avoir des conséquences pas nécessairement souhaitables pour la personne. Et donc, pouvoir choisir en pleine connaissance de cause de s'engager dans ce genre de trajet, je crois que c'est... et d'être aidé et soutenu. Voilà, être aidé, oui. Voilà, d'où l'importance de votre présence dans ces centres, finalement. Voilà, exactement. Et de trouver d'autres aides, d'autres types d'aides au même endroit. Ça permet de mieux ajuster la réponse donnée par ce centre aux besoins de la victime qui se présente. Alors Françoise parlait des suites données à ces affaires. On peut quand même pas nier, ça je vais me faire l'avocat du diable, cette année il y a eu 20 filles, au moins 20 filles et femmes qui ont été tuées par un proche depuis le début de l'année. Quand il y a des plaintes répétées où les victimes disent « je suis harcelée, j'ai peur, je sens qu'il va se passer quelque chose », mais qu'il n'y a pas vraiment de fait, c'est difficile du côté de la police de surveiller, de suivre, d'anticiper. Et bien souvent, ces personnes-là qui disaient je sens que je suis en danger, finissent par effectivement être des victimes. Et les féminicides sont là cette année encore. Comment faire pour améliorer cette situation-là en Belgique aujourd'hui, Olivier Sloss ? Excellente question. Ma conviction est que c'est un travail d'ensemble de résoudre une situation comme ça. Il y a des choses à faire avec les victimes, il y a des choses à faire avec les enfants, il y a des choses à faire avec les auteurs aussi, parce que l'enquête par l'Institut national de criminalistique démontre que l'activité qui fait descendre le plus les risques de récidive, c'est bien tout ce qu'on fait par rapport à l'auteur. Et donc, c'est très important de miser là-dessus. Mais du travail réparateur, bien pas sûr, nécessairement le mettre dans une cellule et puis s'arrêter là. Et donc, je crois que je reviens avec ce que je disais là tantôt, on doit être clair par rapport à ce qu'on peut faire et en même temps on est clair par rapport à ce qu'on ne peut pas faire. Mais quand on est clair par rapport à ce qu'on peut faire, en enlevant quelqu'un d'un système familial pendant un petit temps, le mettant dans en l'enlevant du domicile, ou en l'arrêtant, en le mettant en prison, on crée des opportunités pour d'autres institutions pour travailler. Et donc, moi, personnellement, je crois très fort en les approches multidisciplinaires. Et c'est pour ça que j'adore le modèle du CPVS, parce que c'est vraiment un début. Il y a plein de choses qu'on pourrait construire là-dessus. Mais on remarque aujourd'hui que tout le monde a une partie de cette problématique, mais ne sait pas nécessairement ce que l'autre fait, ne fait pas, quand il le fait, etc. Et donc, on rate pas mal d'occasions. Et donc, il y a des systèmes qui existent, il y a des circulaires qui déterminent comment on doit le faire. À partir de janvier, on aura un système de taxation de risque dès le début qui est obligatoire, qui permet de vraiment synthétiser les éléments à risque d'un dossier de violence intrafamiliale et le présenter de telle façon aux magistrats. Il y a plein d'autres outils un bouton d'alerte pour le stalking répété, tous ces aspects-là existent, online aussi, mais par exemple, ça pourrait être aussi avec un des aspect. centres d'aide. Exactement, mais ce ne sont que des activités qui assurent une sécurité. Mais à côté de ça, il faut d'autres activités qui existent, mais il faut les aligner. Et donc, et les aligner, je veux dire, dès
se coordonner, s'aligner, oui, tout à fait. Pour le moment, il y a combien de centres de prise en charge? 3, c'est bien cela? Oui, il y en a 3, effectivement. Donc à Gand, à Bruxelles et à Liège, au CHU de Liège. Université de Gand, CHU Saint-Pierre de Bruxelles et CHU de Liège. Il en faudrait d'autres. Je suppose que le but, c'est quand même d'en créer d'autres. Ce n'est pas suffisant. Quelles sont vos demandes, par exemple, la police ou vous, en tant que psychologue, Françoise Leroux, quelles seraient les demandes, les exigences, en tout cas, avec le nouveau gouvernement que nous connaissons, par rapport à cette problématique de violence faite aux femmes? Quelles seraient les exigences? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Par rapport aux violences sexuelles et les CPVS, je crois que le Saint-Nicolas est déjà passé, dans le sens que le programme est là, les projets sont lancés. Pour 2022, il en faut 10 en Belgique. Voilà, donc 10. Dans chaque province, grosso modo, une donc à plus ou moins 1 heure de route. D'accord, oui, c'est ça, parce qu'une personne de tournée va difficilement aller à Bruxelles, à Liège, c'est un peu loin, évidemment. Donc, allez, cette partie-là, elle est couverte. Et donc, l'autre partie à laquelle je faisais référence, l'approche multi-acteurs, multisectorielle, multidisciplinaire, les noms varient parfois un peu, mais ça, c'est aussi inscrit dans les programmes de les développer à l'image de certains projets qui existent, mais ce sont ça nécessite un peu de temps parce que ce sont des projets qui se construisent du bas vers le haut. Donc, il faut avoir ces acteurs qui sont localement parfois très différents. Et là, je parle en tant que bruxellois. On a le fait que institutionnellement, c'est un domaine assez complexe, néerlandophone, francophone, asymétrique, etc. Et donc, il faut aligner tous ces acteurs autour. Mais le modèle est là et il fonctionne. Le modèle est là. Tous les deux, vous avez participé, vous travaillez au sein des CPVS et vous vous dites le modèle fonctionne. Il fonctionne pas mal. Oui, très clairement. Oui, ça fonctionne. Ouais. Juste terminer, ce que je dis aux inspecteurs quand ils font la formation, parce qu'ils sont fort axés sur l'enquête judiciaire aussi, et trouver un auteur, etc. Et bon, voilà, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours souhaité non plus, d'arriver devant un juge, pas le fait de ne pas chercher un auteur. Mais je leur dis, le résultat est dans la qualité de l'interaction que vous avez au moment même avec la victime, parce qu'il y a l'écoute, il y a la reconnaissance de l'acte anormal, de l'anormalité de l'acte. Il y a quelqu'un d'officiel qui dit effectivement, madame, demoiselle ou monsieur, il s'agit de quelque chose que nous appelons dans le code pénal un viol ou un attentat à la pudeur. Donc ce n'est pas normal ce qui vous est passé. Et donc ça, c'est un moment clé de l'interaction. Et donc déjà, c'est une interaction de qualité au moment que quelqu'un décide de se livrer, il y a une grande partie du résultat là-dedans déjà. Françoise Leroux. Moi, je voulais juste compléter par le fait que quand on parlait de la violence intrafamiliale et l'augmentation de la conscience un peu citoyenne, je pense qu'il n'y a rien à faire. Il y a des dimensions aussi de prévention, d'information, de communication et des VRAS, donc éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui doivent avoir les moyens de se faire. C'est-à-dire que pour pouvoir lutter contre les violences sexuelles et les violences à l'égard des femmes, il faut plus de prévention, de moyens de communication, d'information. Ça touche très fort à l'intime et il n'y a rien à faire. Pour diminuer le nombre de victimes, il faut aussi donner la possibilité aux petites filles et aux femmes préparer les enfants, les jeunes au respect de chacun en fait. Oui, et à se respecter soi et à mettre ses limites et ça commence très tôt. Voilà. Ce sera presque le mot de la fin. Il nous reste quelques secondes. Merci à vous deux, Françoise Leroux et Olivier Sloss, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On rappelle le site à consulter en cas de besoin, www.violencesexuelles.be. Et puis, je voulais aussi qu'on se quitte en écoutant l'actrice belge Natacha Amal qui prête sa voix à l'histoire d'une femme ayant perdu la vie cette année en Belgique dans un contexte de violence. Il y en eut 18. Ces témoignages, vous les retrouverez dès demain sur le site du Conseil francophone des femmes de Belgique, dont Campagne, www.cffb.be, www.cffb.be, donc une campagne du Conseil des femmes francophones de Belgique. Ensemble, mettons fin aux violences envers les femmes et leurs enfants. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Myriam a 2 enfants, une fille et un garçon de 28 ans. Infirmière à l'hôpital Sainte-Camille, elle a dû arrêter de travailler parce que cette fois, c'est elle qui est malade. À part la personne qui livre ses repas à domicile, elle ne voit pas grand monde. Mais quand elle sort son petit chien qu'elle adore, elle dit toujours bonjour aux voisins qu'elle croise. Et parfois même, elle échange quelques mots sur le temps qu'il fait. Calme et discrète, c'est Myriam.
Andenne, 11 juin, Myriam, 59 ans, a été battue à mort dans son salon. Son fils, violent et interdit de domicile, est inculpé.